Bienvenue, chers internautes, au débat du jeudi. Nous sommes encore de retour pour pouvoir décortiquer l'actualité au niveau de l'Afrique et surtout au niveau des élections qui s'est déroulées dans différents pays francophones. Alors, je suis là avec toujours Thiabio. Alors, bonjour Thiabio. Oui, bonjour Kekeli, je salue aussi tous nos internautes. Merci de continuer à nous suivre, Et de liker et partager nos différents contenus. merci beaucoup. Et je suis aussi avec Vincenzo. Bonjour, chers camarades. Bonjour Vincent, comment vous allez? Bien, merci. J'espère de même Merci. chez vous. Merci beaucoup. Nous allons aussi bien. Alors, bonjour Hervé. Oui, bonjour Kikeli, bonjour chers internautes. Vraiment content de vous retrouver. Continuez à liker, à partager, à nous faire des suggestions. Ça nous fera grandir l'émission. Merci beaucoup. Voilà. Donc, nous venons de planter le décor. Donc, comme je le disais tantôt, on va commencer par les élections présidentielles dans nos pays francophones. Donc, nous allons commencer par Vincent. Alors, Vincent, vous allez nous parler un peu de l'élection présidentielle qui s'est déroulée le 22 février au Togo. Donc, quelles sont vos impressions par rapport à cette élection? Merci pour la question. Au Togo, l'élection présidentielle s'est effectivement déroulée le 22 février. Et étant partie de la population, nous avons remarqué que beaucoup de Togolais étaient totalement désintéressés par cette élection, sauf quelques personnes qui voient la campagne passer et essaient de s'affilier à la troupe. Sinon, en général, la majorité des Togolais ne sont plus du tout intéressés par les élections. Tout le monde va à ses occupations, tout en essayant de garder espoir que quelque chose de positif pourrait sortir d'une élection en griffe. Maintenant, est-ce qu'on peut dire en réalité que ce qui s'est passé est une élection? D'un point de vue personnel, je ne pense pas. Je pense que c'était juste la validation d'un candidat par un processus en griffe, et où il fallait forcément dire que telle ou telle personne a gagné parce qu'il a été à une élection. Sinon, je qualifierais ce qui s'est passé de parodie totale d'élection, qui n'a Parodie pas du totale tout d'élection. été inclusif et dont les Togolais ne se sont pas sentis concernés. Ok, ok. Merci. Alors, Hervé, on revient vers vous. On a constaté qu'en Côte d'Ivoire, effectivement, le président Alassane Ouattara avait dit non à ce troisième mandat, mais après le décès de son mentor, il s'est encore représenté. Et on sait vu ce qui s'est passé. Alors, quelles sont vos impressions après cette élection en Côte d'Ivoire? Merci beaucoup Kikeli de me donner l'opportunité de me prononcer sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire le 31 octobre dernier. Je ne veux pas aller du réveil de la cuillère en quelque sorte. Pour nous, il n'y a pas eu d'élection le 31 octobre dernier. C'est juste, pour emprunter le mot à Vincent, c'est juste, disons, une parodie d'élection, un simulacre d'élection. Il fallait juste valider le représentant digne des intérêts occidentaux en Côte d'Ivoire et pérenniser le pillage des ressources ivoiriennes, sinon des ressources africaines. Une élection où au départ, il y avait un vrai engouement. Il y a eu plus de 6 666 441 inscrits en Côte d'Ivoire, mais le taux de participation sérieux sorti du rapport des observateurs sérieux de cette élection, le taux de participation tournait autour de 10%. Ça veut dire que l'opposition a plutôt répondu favorablement au mot d'ordre de désobéissance civile lancé par la grande majorité des Ivoiriens, représentée par l'opposition significative. Donc, personne en réalité ne s'est senti concerné. Merci beaucoup, Hervé. Alors, nous revenons vers Thiabio. Alors, Thiabio, vous allez nous parler un peu de l'élection aussi qui s'est déroulée en Guinée et puis aussi au Burkina Faso. Oui, effectivement, Kekeli, pour revenir sur ces élections qui sont déroulées dans ces deux pays frères, on commence déjà par la Guinée. La Guinée, les élections ont eu lieu le 18 novembre.
Et comme on le sait tous, Alpha Condé devait gagner dès le premier tour, ce qui a été fait avec un taux de 59%, plutôt le pourcentage qu'il a eu pour sa réélection. Cette réélection a généré beaucoup de conflits dans cette partie de l'Afrique. Et jusqu'à date, on va dire, Alpha Condé demeure toujours le maître de la Guinée. Donc, il est président de la République. Et les négociations continuent toujours avec l'opposant. La Cour constitutionnelle avait déjà tranché par rapport à la requête faite par Seydou Dalein Diallo. Et n'a pas eu, on va dire, il a été débouté. Donc, au finish, ça sera à eux d'essayer de constituer, on va dire, une autre force. Moi, je pense bien qu'il ne faut pas trop se canaliser sur l'élection présidentielle et penser aux législatives et aux mairies, voilà, pour pouvoir, on va dire, avoir une autre manière de contrer un peu le pouvoir en place. Au Burkina Faso, presque tous les observateurs ont apprécié ce qui s'est passé du côté du Burkina le 22 novembre. Les élections sont bien déroulées. Il y avait une menace terroriste qui se faisait ressentir on va dire, lors de cette journée de scrutin. Tout s'est bien passé, on n'a pas eu d'incident. Tout était beau de ce côté-là. Qu'est-ce qui a un peu, on va dire, touché presque tout le monde par rapport à ces élections-là, c'est que même Zina, celui qui avait fait partie de la transition militaire lors de, on va dire, lorsqu'on avait, voilà, on avait chassé, on va dire, quelque chose comparé du pouvoir. Même celui-là a été candidat, contrairement en Côte d'Ivoire où on n'a pas accepté que Soro Guillaume ou encore Laurent Gbagbo soient candidats. Laurent Gbagbo, voilà, au Burkina Faso, on a accepté. Au Burkina Faso, on a décidé d'auditer la liste électorale afin de retirer les personnes qui n'avaient pas droit de vote. Et ça a été fait, ça a été accepté par tous. Donc, le président en place n'a pas marqué un refus. Voilà, contrairement aux pays, c'est-à-dire, je vais parler de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, où ça a été un refus total. Le Togo, la Guinée et la Côte d'Ivoire, ils ont appliqué le même principe. Rester au pouvoir coûte que coûte. Voilà. Donc, moi, je crois que c'est à l'opposition d'essayer de se remettre en cause, d'essayer de trouver d'autres stratégies, voilà, afin de pouvoir rebondir. Je pense que là, il faut commencer à aller vers d'autres choses. Ok, merci beaucoup Serge. Alors, on revient chez Vincent. Alors, Vincent, on remarque que dans tous ces pays, ok, l'opposition a eu à participer effectivement à ces élections, mais on n'a rien eu, l'opposition n'a rien eu dans ces pays. Qu'est-ce qui, selon vous, n'a pas marché pour cette opposition-là? Je pense qu'il y a moyen de dire qu'il faudrait mieux se préparer pour les échéances électorales. En ce qui concerne le Togo, remarquons que c'est à 3 mois de l'élection qu'on commence à sentir vraiment qu'il y a une opposition. Alors que je pense qu'il faut normalement préparer une élection dès la fin du scrutin précédent. Vous voyez, il y a un véritable manque de préparation parce qu'il y a plusieurs moyens de pouvoir influencer, du moins positivement, sur les résultats d'un scrutin si c'était mieux préparé. Si nous prenons l'exemple sur les pays développés comme la France ou les États-Unis, les partis politiques et les opposants préparent l'élection bien des années à l'avance et essayent de faire tout ce qui est possible pour que le scrutin soit le plus libre que possible. Et aussi, il faudrait surtout l'unicité de l'opposition parce que ici au Togo, nous avons une frange de l'opposition qui avait dit non, on ne peut pas participer à l'élection tant que nous n'avons pas vu clair dans le jeu politique. Et il y a un autre qui disait non, quoi que ce qui doit se passer, on doit forcément y aller. Donc le manque d'unicité, le manque de préparation ont fait qu'à chaque fois, l'opposition n'a fait qu'échouer lamentablement aux divers scrutins depuis 30 ans. Ok. Donc, selon vous, c'est la non-cohérence au niveau de l'opposition, surtout au niveau du Togo, qui a fait en sorte que la tendance n'a pas eu lieu cette année. Exactement. À la période des élections, tout le monde est excité, tout le monde veut sa part du gâteau.
on oublie l'essentiel, on oublie qu'il fallait se préparer et à la fin, on n'a que le même résultat. Et c'est dommage. Mais on a remarqué qu'au Togo, avant cette élection, il y a eu le mouvement de Monseigneur Godjo qui a vu le jour, qui a donné cet engouement à cette opposition. Est-ce que vous pensez réellement que le président Vincent Gabriel Adbome, qui revendique toujours cette élection, peut revenir au pouvoir? À mon avis, c'est presque impossible parce que ayant vu comment les puissances sont en fait du dilatoire, ils ont essayé de patienter, voir ce qui aurait pu se passer, voir si vraiment Aguillaume Kodjo avait ce soutien-là de la population pour faire un coup de force, c'est-à-dire, parlant de coup de force, pas un coup de force électoral, mais un coup de force au niveau des manifestations et voir s'il avait quelques soutiens au niveau des institutions. Ça n'a pas été le cas. Le délai est passé et maintenant l'élection est consommée. Sauf un miracle, il n'est pas possible qu'il vienne au pouvoir. Ok. Donc, selon vous, si l'élection du 22 février s'est déjà consommée, il faudrait que l'opposition se tourne maintenant pour les échéances de 2025. Exactement. Et ça doit commencer dès maintenant. Il faut le préparer dès maintenant, pas à 3 mois de l'élection. Et sans unicité, l'opposition togolaise n'arrivera à rien du tout. On sera toujours dans l'éternel remue-ménage de continuer encore la même chose qui va nous mener à l'échec. Merci beaucoup, Vincent, pour cette analyse. Alors, on revient maintenant, c'est Hervé. Alors, Hervé, dites-nous, en tant que vous, un fin stratège au niveau de la politique, surtout de la politique africaine, selon vous, quels sont les moyens que les opposants doivent prendre dans ces pays pour que d'ici 2025, il y ait vraiment l'alternance, quel que soit au Togo, en Côte d'Ivoire et en Guinée? Très bien. Alors, moi, je pense que le moyen, c'est de toujours d'abord croire en ses principes. Croire en ses principes, croire aux principes démocratiques. Parce que aucun autre moyen réel ne peut avoir du succès dans le temps à part la voie démocratique. La force qui est la force ne peut jamais être éternelle. Non, c'est plutôt par la voie démocratique. Chez nous, en Côte d'Ivoire, par exemple, le président Laurent Gbagbo, pendant 30 ans, a milité dans l'opposition. Il a été opposant, il a été patient, il a peaufiné ses stratégies pour pouvoir arriver à être président de la République en 2000. N'eût été des opposants toujours abonnés aux méthodes antidémocratiques, c'est-à-dire M. Ouattara, qui n'a jamais renoncé à sa volonté de briguer la présidence ivoirienne coûte que coûte. Malgré ces 10 années, malgré ces 15 années qu'il va certainement bientôt couronner, malgré toutes ces voies, tous ces goudrons, toutes ces infrastructures qu'il est en train de mettre en place en Côte d'Ivoire, c'est un président totalement rejeté par la majorité des Ivoiriens. Donc, quand on gouverne pour qui? On gouverne pour soi ou bien on gouverne pour les intérêts occidentaux? Je ne pense pas. Fais un sondage d'opinion en Côte d'Ivoire, tu vas voir que la majorité des Ivoiriens reprocheront à M. Ouattara de manquer de cette chaleur qu'on reconnaît des Ivoiriens, qu'on reconnaît de l'Ivoirien en quelque sorte. Donc, je pense que ce soit en Côte d'Ivoire, au Togo, en Guinée ou dans tout autre pays africain, les opposants doivent continuer à maintenir la pression, à faire des propositions pour pouvoir arriver à une alternative. Je vais terminer en disant que dans les années 90, on ne pensait pas que ce vent de démocratie allait réellement faire écrouler ces murs de dictature qui s'étaient érigés. Au Togo, c'est vrai, il y a eu, disons, le fils a hérité du père, et depuis votre indépendance, depuis l'indépendance, ils ne font que subir, si on peut le dire, le diktat d'une famille. On le voit au Gabon.
En Côte d'Ivoire, pendant 33 ans, on a eu un père fondateur qui par la suite a donné à un fils qui venait bâtir l'éléphant d'Afrique, qui s'est retrouvé lui-même balayé par quelqu'un d'autre. Au Burkina, ils ont eu la chance, en quelque sorte, d'avoir eu un certain Thomas Sankara qui, malgré ses 4 années de présidence, a instauré dans la conscience des Burkinabés l'amour du pays, l'amour réel du pays. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure M. Dalé, eh bien, qu'est-ce qui contraignait réellement M. Kaboré à accepter la transparence? Qu'est-ce qui le contraignait en réalité à accepter les demandes de l'opposition au niveau d'auditer la liste électorale? Rien ne le contraignait, tout comme en Côte d'Ivoire, en Guinée ou ailleurs. Mais pour l'amour de son pays, pour éviter des suspicions, il a accepté d'ouvrir le jeu. Il est allé aux élections et vous avez vu le résultat. Ses opposants se sont déplacés à aller le féliciter. Personne n'a réellement contesté sa réélection. C'est un président légitime. C'est tout ce qu'on demandait en Côte d'Ivoire, c'est tout ce qu'on demandait en Guinée et ailleurs. Les gens qui sont au pouvoir doivent comprendre que le pouvoir n'est pas éternel et que la démocratie, c'est aussi d'accepter la contradiction. Merci beaucoup, Hervé. Merci beaucoup, Hervé, pour votre analyse. Alors, on retombe au niveau de Thiabio. Alors, Thiabio, dites-nous, doit-on faire maintenant confiance à cette institution qui est la CEDEAO, parce qu'on sait que dans les jours à venir, il y aura une élection aussi au niveau du Ghana, une élection aussi au niveau du Niger. Donc, doit-on faire confiance à cette institution pour les années à venir? Oui, Kekeli, comme je le dis toujours dans nos différentes émissions, la CEDEAO, c'est une mafia. Donc, je ne pense pas que ce soit une institution faite pour pouvoir aider les peuples africains, surtout ceux de la zone de l'Afrique de l'Ouest, à pouvoir évoluer. Parce que lors de leur prise de décision, j'ai comme l'impression qu'ils privilégient plus leur ami président que l'intérêt des peuples. Voilà, donc on a vu le cas en Côte d'Ivoire, on a vu le cas en Guinée, pareil même au Togo. On a quelques pays anglophones qui sont avec nous dans cette CEDEAO-là, où quand il y a des élections, on ne voit pas c'est-à-dire on ne se retrouve pas à être crispé, à avoir des tensions montées, on va dire, comme ce qu'on voit dans les autres pays. Et ils ont cette culture de respecter l'histoire de 2 mandats. Mais pourquoi chez nous, en Afrique de l'Ouest, pendant que le texte est bien écrit, en français, en blanc et noir, tout le monde le lit, les juristes lisent ces mêmes documents-là et ils s'arrangent à nous donner des explications contraires. Comme actuellement, la tendance actuelle, c'est premier mandat de la Troisième République, de la Troisième République. Vous voyez ce genre de langage, juste pour pouvoir faire endormir les gens. C'est-à-dire que ton enfant peut venir te dire, après avoir échoué 3 fois au bac, il te dit non papa, je n'ai pas échoué au bac. C'est pas qu'on appelle ça, la 3e fois que j'échoue, mais c'est plutôt la première fois de cette nouvelle année. Est-ce que tu vois un peu? Est-ce que toi, si ton enfant te donne ce genre d'explication, tu seras fier de continuer à l'écouter? Je ne pense pas. Donc moi, j'estime que la CEDEAO devait pouvoir, on ne dit pas de forcément, on va dire, s'ériger en gendarme pour pouvoir interpeller ou bien, je ne sais pas moi, bloquer certains pays dans leur prise de décision, mais on doit avoir un principe clair établi pour tout le monde. Un président qui vient, qui est en place et qui a une constitution qui a été votée et qu'on a décidé que ces 2 mandats, ce sont ces 2 mandats-là qui doivent être respectés. Et la CEDEAO doit se donner les moyens pour pouvoir contraindre ce président à accepter cette décision-là. Parce que tout peut se faire dans le dialogue.
Hein, tous ces meurtres qu'on a eus pendant ces élections en Guinée, au Togo, en Côte d'Ivoire, c'est des choses qu'on pouvait éviter. On va voir les élections au Ghana, il n'y aura rien. Peut-être semaine de Niger, il n'y aura rien. Vous êtes effectivement. Donc, il faudrait qu'au niveau de cette institution qui est la CEDEAO, qu'ils mettent des points subversifs, surtout concernant les pays francophones, surtout en ce qui concerne la finance aussi. Exactement. Donc, parce que pour moi, la CEDEAO, telle qu'elle est formée là, elle est là juste pour préparer, c'est-à-dire, on a comme un clan qui est là, qui veut se maintenir en place, donc qui essaie de trouver des lois pour pouvoir rester. Voilà. Tu vas voir que l'élection qui va se passer au Sénégal, on aura Macky Sall qui va nous annoncer aussi que lui aussi va être aussi candidat aussi à ça. Voilà. Effectivement. Merci beaucoup. Donc, nous tirons comme ça vers la fin de l'émission. Merci à Vincent, merci à Serge, merci à Hervé. Donc, Vincent, votre mot de fin, en ce qui concerne, bon, on a eu durant quelques jours la disparition de nos chers combattants, que ce soit à Mali, juré au niveau du Mali et de Rawlings, surtout avec cette maladie qui est cette COVID. Alors, votre mot de fin par rapport à cela, Vincent? D'accord. Je commence par le Covid-19 où, à l'arrivée de cette maladie, nous étions très, très inquiets. Mais heureusement que l'Afrique compte le nombre de cas le plus bas. Donc, chaque pays essaie de faire avec et puis de faire respecter les mesures barrières. Mais je pense que grâce à la providence divine, nous allons nous en sortir. Et puis, concernant Rawlings est très, très célèbre au Togo. Je ne sais pas si c'est pareil dans la sous-région, mais Rawlings est très, très célèbre de par son charisme, de par son courage, de par sa détermination. Est très bien vu au Togo, sans oublier qu'il a beaucoup aidé aussi l'opposition togolaise durant la présidence de Feu Yadema. Donc, c'est une véritable perte pour l'Afrique de l'Ouest, pour l'Afrique, et surtout pour nous les jeunes qui essayons toujours de nous recourir à des exemples comme lui. Et maintenant, concernant la situation politique générale dans la région ouest africaine, c'est que je pense qu'il nous faut beaucoup de détermination, il nous faut beaucoup de courage, beaucoup de détermination pour pouvoir nous affranchir des régimes qui se mettent en place et surtout des institutions qui ne sont plus des institutions à qui on peut faire confiance. Merci beaucoup Vincent pour votre participation au débat du jeudi, ça vous intéresse vraiment et j'espère que durant les jours à venir, vous allez toujours intervenir sur nos prochains sujets. Alors Hervé, votre mot de fin en ce qui concerne... Merci partager, c'est très grand plaisir. Merci. Alors Hervé, votre mot de fin en ce qui concerne cette situation de la COVID et puis voilà. Merci beaucoup, Kikeli. Merci beaucoup, chers internautes, de nous avoir suivis. C'est vrai, moi, j'ai été beaucoup meurtri par le décès du président Amadou Toumanou Touré. C'est quelqu'un qui a marqué le Mali, qui a marqué la sous-région et qui nous a été d'une aide incommensurable. De même que Mamadou Tandja au Niger, c'est des gens qui ont été... des médiateurs pendant notre crise et pour en venir à Rawlings, c'est une idole, c'est quelqu'un qui a bercé notre enfance en quelque sorte et qui est venu montrer en quelque sorte aux yeux. Après Kwame Nkrumah, moi je peux le dire, c'est le second père de la vraie indépendance de la démocratie au Ghana. Il a fait son coup d'État, tout comme Moussa Traoré, qui est aussi décédé dernièrement au Mali et qui, après, je vais dire, qui a, tout comme Amadou Touré, il a fait le coup d'État, après, il a conduit le pouvoir sans s'accrocher en tant que tel. Donc, pour moi, c'est des exemples. Et la COVID, nous devons continuer à les mesures barrières. C'est vrai, il y a eu moins de morts en Afrique, mais ces moins de morts sont des morts de trop. Nous sommes des pays qui n'avons pas de moyens financiers, tout comme ces pays occidentaux. On en parle des vaccins bientôt. Bon, ces vaccins-là, à
quel coût en tant que tel, à quel moment nos États pourront réellement s'en procurer pour que nous, on puisse se vacciner. Et puis, est-ce que ça sera réellement à 100% le même type de vaccin que les Occidentaux? Bon, toutes ces inquiétudes. Merci. L'espoir. Donc, je vois votre inquiétude par rapport à cela, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va refaire une autre émission uniquement concernant cette COVID. Et je pense que vous serez participant là-dessus pour pouvoir décortiquer un peu votre situation. Merci encore une fois, M. Hervé, pour votre participation. Donc, Thiabio, on va terminer avec vous pour ce débat du jeudi aujourd'hui et votre mot de fin aussi concernant cette histoire du COVID là-dessus. Ok, j'aurais aimé que tu demandes à Hervé qu'est-ce que l'opposition ivoirienne décide de faire dans les jours à venir. Ça serait intéressant de savoir, d'avoir au moins sa position là-dessus. Oui, bien sûr. Je peux y répondre si vous me le permettez, parce que au niveau de l'opposition ivoirienne présentement, bon, c'est vrai que nous sommes plus ou moins décapités, tout comme c'était le cas en 2011 où les ténors étaient tous embastillés en quelque sorte. Quand on a deux capitaines qui sont jusque-là, disons en quelque sorte muselés, qui sont emprisonnés, bon, on essaie de repeaufiner actuellement notre stratégie, toujours autour du président Henri Konan Bédié qui, dans les jours à venir, va sûrement sortir un mot d'ordre. Mais je peux déjà dire en avance que pour les législatives, nous allons quand même aller aux législatives malgré ces conditions-là. Et nous allons tenter de les remporter pour pouvoir justement équilibrer ce rapport de force au niveau de la représentation nationale, parce que c'est ce combat-là actuellement que nous devons mener. Donc, nous nous y préparons. Merci beaucoup. Alors, Thiabio. Oui. Pas de problème, je vais profiter en même temps pour aussi donner ma conclusion. Donc, moi, ce que je peux dire, il y a deux choses. La première, c'est que nos opposants de cette partie de l'Afrique de l'Ouest là essaient de revoir leurs différentes stratégies. Comme l'avait dit le frère Vincent, il faut qu'ils mettent dans leur tête que les élections, ça ne se prépare pas le jour, c'est-à-dire 2 semaines ou 1 mois des élections. Les élections se préparent depuis la fin de la précédente élection. Donc, il faut dès maintenant aller conquérir le peuple, les motiver à bloc, de telle sorte que lorsqu'on arrive aux prochaines échéances, qu'ils soient capables de pouvoir, on va dire, s'affirmer. La deuxième chose, c'est que quand l'élection présidentielle est passée, on a déjà fait une année, 2 ans, j'estime qu'on ne doit plus être là en train de revenir encore sur le même discours. Non, on m'a volé lors de ces élections-là, je ne participe pas aux autres élections, je ne reconnais pas ce président. Non, il faut passer à une autre étape, parce que ça veut dire qu'on a essayé une stratégie, ça n'a pas marché. Il faut qu'on se concentre sur une autre. Et le seul moyen de pouvoir mettre une pression sur le pouvoir en place, c'est de pouvoir avoir aussi des députés qui vont vous représenter à l'Assemblée nationale, des sénateurs, s'il existe des sénateurs chez vous, c'est-à-dire de prendre sa place dans toutes les institutions de la République, même y compris l'armée. Parce que si vous regardez aujourd'hui, les 3 présidents qui ont pu se maintenir en place, c'est parce que l'armée, ils ont placé en quelque sorte des pions qui ont été capables de pouvoir déjouer tout ce qui était manifestation, on va dire, pacifique de l'opposition. Donc, j'estime qu'il faut faire enrôler aussi ces militants aussi dans l'armée. C'est très important. Donc, avec toutes ces actions qui vont être fédérées, là, c'est sûr que 2025, on ne va pas se retrouver encore avec ces mêmes têtes-là. Okay, merci beaucoup, Thiabio. Juste peut-être concernant la COVID, voilà, demander à tout le monde de respecter les mesures barrières. Merci. Nous espérons que les scientifiques vont trouver une solution durable à cette situation. Bon, je pense que la solution est déjà trouvée parce que bientôt les vaccinations, donc effectivement, surtout les mesures barrières, protégeons-nous, c'est très important. Donc, encore une fois, chers internautes, chers invités, merci beaucoup de participer à ce débat du jeudi. Ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir très nombreux et surtout liker la page et partager, c'est très important. Donc, on remercie tous ceux qui sont par nombre pour cette émission, à savoir James, merci au passage, et Maman, le boss Maman, merci beaucoup. Et voilà, donc on se dit à très bientôt. Vincent, Hervé, Thiabio, merci et une très bonne journée. Bye bye. Merci à toi. Merci, au revoir. Bye bye. Bye bye.